Pourquoi et comment choisir une approche de développement? Nous allons dans un premier temps répondre à la première question. Donc, pourquoi doit-on choisir une approche de développement avant de commencer les travaux du projet? Et puis dans un deuxième temps, on va regarder comment on peut faire ce choix, notamment en regardant quelques facteurs importants. Commençons par la première question. Pourquoi? Alors le premier élément qui justifie le choix d'une approche de développement, c'est que cette approche, elle représente quand même le point de départ de l'organisation de toutes les activités du projet. On ne va pas organiser les activités du projet, par exemple, ou le phasing des activités de la même manière, suivant qu'on soit dans une approche adaptative ou prédictive. Le deuxième point important, c'est que l'approche de développement va également structurer le suivi du projet. Le suivi des activités d'un projet ou des travaux ne se fait pas de la même manière, par exemple, suivant qu'on soit dans un cycle en V ou dans un chantier Scrum. Troisième et dernier point, c'est que l'approche de développement découpe ou conditionne quelque part le découpage des travaux. Donc là encore, le découpage des travaux sous la fameuse WBS, la structure de découpage des travaux n'est pas la même ne serait en tout cas pas la même entre une approche prédictive et une approche adaptative par exemple. Donc vous voyez, tout ça fait que on doit bien se prendre le temps avant d'attaquer les travaux d'un projet pour choisir l'approche de développement la plus pertinente pour notre projet. Et justement, pour pouvoir faire ce choix-là, on va devoir regarder plusieurs facteurs. Ces facteurs, on peut les répartir en trois catégories. La première catégorie de facteurs concerne essentiellement le produit ou le service ou encore le résultat du projet. Une autre catégorie de ces facteurs va tourner autour du projet. Et puis une dernière famille de facteurs va concerner l'organisation ou l'entreprise ou votre société, en tout cas la structure qui va porter le projet. Alors dans la première famille, on va retrouver plusieurs facteurs. Le premier facteur que vous voyez sur l'écran, c'est le degré d'innovation du produit ou du service à mettre en place. On va regarder notamment l'expérience de l'équipe projet sur des périmètres similaires à ce projet. Et typiquement dans ce cas-là, on va par exemple éviter une approche prédictive sur un projet complètement innovant. Le deuxième facteur dans cette famille, c'est la certitude des exigences. Donc on va regarder le degré de volatilité des exigences ou encore la tendance à changer dans le temps et aussi la facilité de définition de ces exigences. Sur ce facteur, on va par exemple privilégier des approches adaptatives quand on a beaucoup d'incertitudes sur les exigences. Troisième facteur, toujours dans la même famille, c'est la stabilité du périmètre. Autrement dit, le niveau de changement des besoins tout au long du projet. Là encore, sur un projet où il y a beaucoup de mouvements sur le périmètre, on va éviter par exemple des approches prédictives, de type cycle en V par exemple. Un autre facteur, la facilité du changement. Et là, on va regarder la disposition du livrable du projet, ou encore le produit, en gros la disposition du produit à supporter des changements, à cause notamment des deux facteurs qu'on a vus avant, l'incertitude sur les exigences et l'instabilité du périmètre. Donc là encore, là on va regarder le produit, le livrable du projet pour se poser la question quel serait le plus pertinent en termes d'approche projet. Un autre facteur, c'est nos possibilités de livraison. En gros, notre capacité, par exemple, à développer ou livrer le produit ou le service en plusieurs fois. Typiquement, si nos moyens ne nous permettent pas, par exemple, de faire beaucoup de livraisons, on va éviter tout ce qui est approche incrémentale ou encore itérative. Un autre facteur, c'est les exigences en matière de sécurité ou encore de réglementation.
Donc on va par exemple regarder le volume et l'importance des exigences de sécurité auxquelles le produit ou le service doit répondre. On regarde également le niveau des contraintes réglementaires. Là encore, ces deux derniers facteurs peuvent nous orienter typiquement vers des approches de type prédictif, très cadrées, rigoureuses, etc. L'autre famille de facteurs, je le disais tout à l'heure, c'est la catégorie des facteurs concernant le projet. Et là, on va regarder essentiellement trois choses. On va regarder côté parties prenantes, notamment le niveau de disponibilité des parties prenantes, par exemple la disponibilité des demandeurs. Typiquement, on va éviter, par exemple, une approche agile/scrum si on a des demandeurs qui ne sont pas du tout disponibles pour travailler avec l'équipe projet agile. L'autre point, toujours dans la catégorie projet qu'on regardera, c'est les contraintes sur l'échéancier. On va par exemple regarder est-ce qu'il y a des livrables qu'on doit livrer absolument au plus tôt. Auquel cas, on s'orientera vers une approche de type incrémentale. Parce que l'approche incrémentale permet de faire des livraisons au fil de l'eau, et du coup d'avoir des livraisons assez tôt pendant le cycle du projet. Le dernier élément qu'on regardera dans cette catégorie, c'est la disponibilité du financement, typiquement l'incertitude de l'environnement financier ou du marché qu'on doit conquérir grâce à ce nouveau produit ou service. Ok, dernière catégorie, la catégorie des facteurs autour de l'organisation, enfin plutôt la structure de l'entreprise. Et là, on va regarder essentiellement les quatre facteurs que vous voyez sur l'écran. Le premier facteur qu'on regardera, c'est la structure organisationnelle, notamment la nature hiérarchique. Est-ce qu'on est sur une organisation plate ou plutôt très hiérarchique? Le deuxième point qu'on regardera, c'est la culture de l'entreprise. On va par exemple regarder et essayer de savoir est-ce qu'on est plutôt sur une culture du contrôle par rapport au planifié ou plutôt dans une culture de l'autogestion. Typiquement, si on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans une entreprise qui a une forte culture de l'autogestion, là, on va plutôt s'orienter vers des approches adaptatives. Le troisième facteur qu'on regardera, c'est les aptitudes de l'organisation, notamment l'aptitude à adopter l'approche adaptative à tous les niveaux. Parce que cette approche justement adaptative nécessite quand même là encore une prédisposition de l'organisation à cette approche adaptative à tous les niveaux. Et que ce ne soit pas par exemple que les équipes techniques qui soient en mode adaptatif. Le dernier facteur qu'on regardera, c'est la taille et la localisation de l'équipe projet. Notamment, on regardera la présence physique des personnes au même endroit versus le travail à distance. Là, par exemple, si on regarde des approches de type agile, notamment le framework Scrum, il est quand même plus facile de faire des chantiers Scrum quand les personnes sont physiquement au même endroit. Voilà, là vous savez tout sur les facteurs qu'on doit regarder pour choisir une approche de développement. Donc c'est un travail qu'il faut absolument faire au tout début du cadrage du projet, au plus tard à la fin du cadrage, mais en tout cas il faut vraiment prendre le temps de bien choisir l'approche de développement avant de décider d'exécuter le projet.